Je vais revenir en urgence, mais vous savez où je vais vous l'apprendre. La désignation des conseils des administrateurs de la RCA a été remis en cause par la tutelle. Et donc c'est pour ça qu'il y a un point à l'ordre du jour qui va nous permettre de redésigner des administrateurs tout à l'heure. Mais donc, afin qu'on ait les subsides pour notamment, dans la RCA, notamment pour le financement du directeur du centre sportif, on doit rentrer le dossier complet pour le 31 mars. Et donc, dans le dossier doit figurer l'approbation des comptes ainsi que le rapport du réviseur. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de voter d'urgence sur ce point. Vous avez des questions? On peut voter sur l'urgence. Condition. Exprimez. Je souhaiterais, le terme n'étant pas suffisamment fort, mais enfin bref, je souhaiterais qu'au minimum, à huis clos, nous ayons quand même quelques explications sur les modifications dans le personnel. Le personnel Bah, communal. Ah oui, évidemment. Ah oui, mais non, parce que là on est sur la RCA. Oui, j'entends bien, mais c'est pour vous demander un point supplémentaire, j'aurais souhaité que nous ne soyons pas les derniers, parce que monsieur le secrétaire communal, je pense, j'imagine, doit avoir des choses à nous dire. C'est une interpellation à huis clos. Quelqu'un de très important qui est parti. Ouais. On est d'accord? Oui. Je vous remercie. Pas d'autres interventions? Eh bien, on passe au vote. Oui. Sur l'urgence. Oui. 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 Et oui. Alors, le deuxième point, alors avant d'aborder ce point-ci, c'est l'ordonnance de police avenue de la Reine. Monsieur Léchevin, monsieur Janssen. Oui. Donc, comme vous savez, donc c'est l'avenue de la Reine. Comme vous savez, on a refait le raclage de l'asphalte. Ce qu'on vous demande ici, c'est trouver le projet de règlement pour le marquage de l'avenue. Alors, pourquoi l'urgence exactement? Parce que l'entrepreneur qui a réalisé les travaux pourrait réaliser, plutôt la commune a demandé à l'entrepreneur de réaliser le marquage au mois de mai. L'entrepreneur est tout à fait d'accord avec ça. C'est un petit peu plus tard que ce qui avait été prévu initialement. Donc il a accepté de reporter ce marquage par rapport à ce qui avait été convenu initialement. Mais on trouve que le reporter au-delà du mois de mai serait assez indélicat. Et pour l'entrepreneur, il nous a dit assez clairement que pour lui, ce serait compliqué pour son organisation et ça pourrait devenir coûteux. Et donc c'est la raison pour laquelle on vous demande l'urgence, donc simplement sur le principe de faire ce marquage plus rapidement. Question sur l'urgence. Oui. Sur l'urgence, Oui. on demande l'urgence pour une ligne blanche. J'ai ressenti un choc sur ma tête en rentrant dans le bâtiment et j'ai suivi le parcours du morceau qui a failli me heurter et je constate que ça se dégrade de plus en plus. Donc, monsieur Léchevin, 3 mois pour se mettre en route, ça va. Et donc, j'espère bien que le mois prochain, quand nous allons revenir, vous aurez fait en sorte de... Il faut y aller, quoi, il faut travailler maintenant, hein, parce que cette maison va tomber en ruine, monsieur. On va peut-être y répondre tout à l'heure aux questions-réponses. Sur l'urgence, monsieur Bourg. Oui. 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 Et oui. Alors, pour ne pas garder avec nous M. Lecoq trop longtemps, qui est le réviseur d'entreprise de la RCA, je vous propose de suspendre la séance quelques minutes, le temps qu'il puisse faire son exposé. Parfait, nous sommes partis de la séance, je crois. Voilà, messieurs, merci de m'accueillir. Monsieur Voss m'a demandé de rester. Il paraît qu'une bête de mon genre, on ne voit pas souvent, donc vous étiez intéressés. Donc, je vais vous présenter un peu les comptes. Habituellement, c'est le comptable qui les fait, mais je vais proposer de le faire pour ce que le compte Espagne. Vous avez reçu, je pense, tous les comptes annuels, les comptes qui vous ont été présentés. Je vais faire assez rapidement. On ne l'a pas reçu. On n'a pas reçu. C'est en urgence, c'est pour ça. Mais vous allez nous les présenter. Je vous les présente. Vous avez la RCA. On peut peut-être accorder votre PC au projecteur. C'est une idée commune. Tu les as? Ah oui. Ah, on va les projeter. De toute façon, comme ça, on ne voit pas grand-chose. Une lumière qui sont.
en dessous de l'écran. Voilà. C'est ça? Oui. Ok. Non, en plus, sur la lumière, donc voilà, je le lirai plus facilement sur mon écran, mais j'espère que vous savez lire, ça me semble raisonnablement clair. On essaie de faire des efforts, on y arrive. On va commencer par l'actif, passif, compte de résultats. L'actif, c'est l'ensemble des avoirs que vous avez. Le passif, ça résume en trois parties. Les fonds propres sont là, c'est l'addition de votre richesse ou de votre pauvreté. La provision, c'est quand il y a quelque chose de particulier. Et les dettes, le compte de résultat étant le résultat d'année. Je vais commencer par l'actif, simplement. Vous voyez, on a l'actif immobilisé. Il faut juste savoir une chose, c'est la comptabilité belge. Ça va toujours du plus long terme vers le plus court terme. Donc ici, les immobilisés, c'est quoi? C'est la terrasse, c'est le bâtiment, c'est des choses qui perdurent dans le temps, qui ont été acquis cette année. On a deux éléments qui le font varier. Un, l'amortissement, c'est-à-dire qu'on achète un bien, je prends une voiture comme exemple, on ne prend pas en charge la voiture une seule fois, mais on compte techniquement sa désuétude dans le compte de résultat au fur et à mesure qu'elle s'abîme. Donc en général, on lie ça à un amortissement qui est par exemple de 20% pour un véhicule, pour dire, ben voilà, je dois constater que ce véhicule s'abîme tout doucement. Donc ça, c'est le premier mouvement, c'est le mouvement négatif. Et le deuxième mouvement, c'est le mouvement positif, ce sont les acquisitions. Dans votre cas, vous voyez que principalement, on passe d'1 689 000 plus ou moins à 2 274 000. C'est principalement les immolations en cours, les nouvelles constructions qui sont en cours chez vous, qui étaient déjà en cours l'année passée. Alors une chose importante, c'est qu'on ne les amortit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les amortit pas? Simplement parce qu'elles sont toujours en cours de constitution et on ne va pas commencer à considérer une désuétude pour quelque chose qui n'est pas encore terminé. Donc le principal élément, c'est effectivement plus ou moins 700 000 € d'investissement qui a été réalisé cette année. Au niveau du court terme, si on dit ça un petit peu, vous avez les créances. Les créances, c'est ce que vous facturez aux différents intervenants. On regarde toujours, on vérifie toujours les paiements, où ça en est. Alors il y aura toujours matière éventuellement à faire une petite réduction de valeur, mais on attend qu'on ait tenté tout ce qui est possible pour effectivement récupérer avant de les prendre en charge et pour s'assurer que ce soit des charges réelles. Ici, on passe de 33 000 € au niveau du client à 24 000, donc pas quelque chose de pas vraiment significatif. Au niveau des autres créances, la grande différence, c'est qu'antérieurement, on avait un peu plus de TVA récupérée, ici elle a été récupérée. Si vous passez en deuxième page, vous verrez qu'on passe de 22 000 à 5 672. Ensuite, on passe à ce qui est le plus liquide, c'est le cas de le dire, puisque c'est le liquide, ce sont les valeurs disponibles. Donc les valeurs disponibles, c'est quoi? Ce sont les comptes bancaires et également la caisse. La caisse, c'est pas grand-chose dedans, vous en doutez bien. On s'aperçoit qu'on passe de 324 000 € à 128 000 €. Pourquoi? Simplement, vous avez acquis un ensemble d'investissements, plus ou moins 700 000 comme je l'ai dit, il a fallu payer pour partie. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il reste malgré tout du cash alors qu'on a acquis pour 700 000 €? D'abord, parce qu'il y a une partie qui n'est pas encore payée au 31 du 12, c'est une photo, c'est à un moment donné. Deux, parce qu'on a su les subsides dans le cadre de l'acquisition. Et trois, parce que la commune a libéré 30 000 € de capital. Donc l'ensemble de ces éléments ont fait que votre cash a été touché, en tout cas au 31 du 12 2018, de plus ou moins 120 000 €. Total de l'actif, on passe de 2 80 000 à 2 504 000, le principal étant l'augmentation des immobilisations. Je passe au passif. Le passif, comme je l'ai dit, il est composé de trois choses. Les fonds propres. Les fonds propres, c'est l'addition de votre richesse. Déjà, il y a quoi? Il y a ce que vous avez mis au départ. Il y a les résultats reportés. C'est pour ça que je dis aussi pauvreté, parce qu'à partir du moment où on a les résultats reportés, les résultats négatifs, ben forcément, ça va s'additionner aussi, mais de manière négative. Mais enfin, ce n'est pas dans le cas, puisqu'on a réalisé depuis 2 ans des résultats positifs. Le troisième élément important, ce sont les subsides en capital. Le subside en capital, c'est quoi? Je reçois un subside pour m'aider à payer mes investissements. Celui-ci n'est pas pris en produit en une seule fois, mais il est pris au même rythme que les biens que l'amortissement des biens qu'il sert à financer. Mon véhicule, sur 5 ans, je vais prendre l'amortissement. Le produit que l'on m'a donné pour m'aider à le payer, de la même manière, je vais prendre sur 5 ans en produit. De telle manière à ce qu'il y ait compensation entre la charge et le produit.
Donc ici, vous avez des montants importants, 1 607 000. On est passé à 1 863 000, plus ou moins 95 000 € qui sont passés au compte de produit. Et le reste, un gros 300 000 € qui ont été versés pour le financement des investissements tels que je l'ai indiqué tout à l'heure. Ici, il y a deux éléments de provision à proliférer qu'il n'y a pas lieu de pratiquer chez vous, en tout cas pas après examen. C'est quoi? C'est éventuellement des grosses réparations, c'est un litige important, c'est des choses comme ceci. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous marqueraient que ce soit nécessaire, donc rien n'a été pris. Au niveau des dettes, le terme en français est assez simple à comprendre, et là tout le monde le comprend. Donc il est composé de dettes à court terme, dettes commerciales. Les dettes commerciales sont les fournisseurs. Donc contrairement à vous, quand on sort d'un magasin, quand une entité juridique sort du magasin, elle ne doit pas nécessairement payer sa facture dans la seconde, un petit peu de délai, 2-3 mois. Et vous avez, entre autres choses, vous voyez, fournisseurs en montant assez raisonnable, mais surtout 225 224 €, ce sont des factures à recevoir, donc des factures concernant la période 2018 qui sont arrivées après la clôture de la TVA. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on clôture la TVA, on recommence un nouveau mois. Donc quand on est en fin d'année, on essaye, en tout cas autant que faire se peut, de relier le bon exercice. Ici, principalement, c'était des états d'avancement. On remarque quoi? Forcément, si l'état d'avancement qui met un petit peu de temps à arriver concernait 2018, il a été porté sur 2018 pour prendre d'un côté soit la charge éventuelle, ici soit l'immobilisation, et de l'autre la dette que l'on a envers la contrepartie. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas? Simplement, c'est aussi une mesure pour montrer l'ensemble de l'endettement que l'on a et la position que l'on a à une date déterminée. Donc ça, je vous ai dit, ce sont principalement les facteurs à recevoir liés à la construction qui ont fait augmenter vos dettes. Les autres dettes, il reste des dettes sociales, salariales et fiscales. Donc, rassurez-vous, on ne doit pas 9 000 € personnels, puisqu'on est passé de 1 464 € à 9 046 €. La grande évolution, c'est qu'on a pris une provision pécule vacances. Juste pour rappel, au 31/12 de chaque année, les personnes proméritent les vacances de l'année suivante. Donc au 31/12 2018, on a provisionné l'engagement légal, qui n'est pas un choix, et de dire demain, quand vous partez en vacances, je paierai le mois de congé et il y aura éventuellement un double pécule sur votre régime. Donc la grosse variation, c'est cet élément-là. Autre élément après en outre dette, vous avez une dette envers l'ASBL-AE, enseignement, qui a un petit peu évolué puisque la RCA lui sert de caisse et quand elle a des choses à payer, c'est la RCA qui les paye pour elle, ça rend dans la comptabilité normalement et forcément la dette que l'on a envers cette ASBL diminue si on paye des éléments pour elle. L'autre élément est un élément important, c'est le dividende de l'exercice. Dividende, c'est-à-dire quoi? C'est que lorsqu'on sort avec des résultats positifs, dans le cadre d'une position générale de la TVA, on a plus ou moins l'obligation de verser un dividende par vie. Pourquoi? Je vous rappelle que la position de la RCA au niveau de la TVA a été remise en question il y a quelques années par la vôtre en général et des RCA en particulier, que quelques critères ont été établis, entre autres choses de dire attention, c'est bien beau de récupérer la TVA, mais il faut des revenus qui permettent que vous facturiez TVA. L'avantage étant que les revenus de manière générale sont facturés à 6% de TVA, et par contre la récupération de TVA, elle se fait à 21% de TVA. Donc vous comprenez bien, entre les deux, il reste un gap malgré tout, assez avantageux pour la RCA. Les deux éléments importants, c'est de dire, si vous avez subsides, c'est bien joli, il faudra aussi appliquer dessus une certaine TVA, puisque vous avez des prix réduits grâce à ces subsides, mais moi, je ne perçois pas de TVA sur ces montants de l'administration à réclamer qu'on pratique ce qu'on appelle le subside prix. Les trois éléments, c'est dire, attention, tout ça c'est bien joli, mais il faut que vous soyez sur un système ISA, pour les sociétés, vous leur dire, eh bien, vous devez montrer que vous avez un esprit de luxe. Alors je sais que dans la tête de chacun, RCA, esprit de luxe, ça ne va pas de soi, mais c'est une condition sine qua non pour pouvoir récupérer la TVA. Très importante à respecter, surtout lorsque l'on a, pas dans la philosophie, mais surtout lorsqu'on a la TVA récupérée. Si on ne va pas complètement dans le respect des règles, effectivement, on risque de ne pas pouvoir récupérer cette TVA. Ici, le fait au jour d'aujourd'hui de prouver qu'on est une société qui cherche le luxe, le terme est peut-être malheureux, trouvez-vous, mais c'est le terme exact. C'est d'abord de faire d'une manière générale, l'ensemble de ce que vous avez mis au point devrait amener à des résultats positifs. Et une deuxième chose, c'est que ces résultats positifs doivent faire l'objet d'une distribution. C'est pour ça que vous avez un dividende qui est prévu. Ce dividende ne part pas vers les tiers, mais il retourne vers la commune. Quitte à la commune, éventuellement, avec cette recette nouvelle, en faire ce qu'elle veut, et entre autres progresser par la suite. Et ceci est une autre histoire. Ceci termine mon explication de l'actif passif. Si vous le permettez, je vais passer au point de résultat, mais ce sera un peu plus rapide.
Là, il y a principalement les diverses facturations de droits d'accès. L'élément principal au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez qu'on est resté relativement constant. Complémentairement aux droits d'accès, une grosse partie de ces droits d'accès sont des droits qui sont facturés à la commune dans le cadre de ce que je vais expliquer, le subside de telle manière à ce que le TVA soit payé par la commune, supporté par la commune, pour pouvoir récupérer le reste de la TVA. L'autre élément important sur le 74, les subsides, vous verrez qu'on a une augmentation, on passe de 40 000 principalement à 56 000 sur l'intervention CSLL. Pourquoi? En fait, c'est un subside qui est versé via l'ADEPS dans le cadre si on a un personnel spécialisé qui est diplômé et qui fait effectivement des choses concernant le sport. Le montant a augmenté simplement pourquoi? Parce que puisqu'on a pris cette année une provision pécule de vacances, et que l'ensemble des éléments touchant à la rémunération étant subsidiés entre 90 et 95%, eh bien, on a effectivement un subside qui a augmenté dans le même délai. Vous verrez un peu plus tard, le 62, les rémunérations qu'on est passé de 70 à 80 000, donc c'est ce qui explique, puisqu'on est plus un montant plus important à faire valoir au niveau des charges, on a eu un montant plus important à faire valoir au niveau du subside. Les autres subsides, il n'y a pas grand-chose dedans. Les comptes, je ne vais pas vous détailler pièce par pièce les comptes de services et biens divers. Sachez simplement qu'il y a une augmentation de 5 000 € qui se constate principalement dans les honoraires moniteurs qui ont été facturés 5 000 € de plus que l'année antérieure. Le reste est assez stable. On vérifie toujours les montants. Alors, on ne se positionne pas dans le cadre de mon contrôle général sur l'opportunité de toutes les dépenses. On regarde si effectivement, je ne me pose pas la question de savoir si le BIC qui est acheté va bien servir exactement à ça, mais on regarde d'une manière générale si ça paraît cohérent par rapport à l'objet global de l'RCA. Si effectivement je mets une facture sur réparation de Ferrari, je me poserai des questions, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Ici, on n'a pas vu de facture, il nous a paru anormal par rapport à l'objet général de l'RCA. J'ai parlé tout à l'heure de la rémunération. 60 ans, on passe de 70 000 € à 80 000 €. Principalement, c'est la provision pécule vacances. C'est un élément nouveau qui est intervenu, qui a un impact surtout la première année où on le fait, et après, on fera une variation entre une reprise l'année antérieure et une provision nouvelle. Donc c'est cette année où ça impacte un peu le compte de résultat. Au niveau des amortissements, c'était l'impact négatif dont je vous avais parlé sur les actifs immobilisés. On est arrivé, on était à 98 000 € l'année passée, à 95 000 cette année. Vous pouvez dire que c'est bizarre d'avoir augmenté autant les investissements et pas les amortissements, mais comme je vous l'ai expliqué, les principaux investissements au niveau de cette année ont fait l'objet d'une position où l'investissement n'est pas terminé, donc les amortissements sur ces éléments ne sont pas encore pratiqués. Ils seront pratiqués quand l'ensemble sera terminé, donc courant 2019, voire 2020, plus ou moins vers là. Donc quand on le mettra en exploitation, on commencera effectivement à user le bien. Alors on arrive, avec quelques frais complémentaires, on arrive à sortir un résultat d'exploitation l'année passée de moins 65 000, cette année moins 66 000. Attention, il y a une incohérence au niveau de la comptabilisation, mais pas de la façon dont ça a été comptabilisé, mais dans le droit comptable. Pourquoi? Parce que lorsque, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des subsides en capital qui venaient contrebalancer les amortissements, mais ces subsides en capital d'après le droit comptable sont faits dans la classe 75. C'est un peu dommage parce qu'ils n'interviennent pas dans le résultat d'exploitation. Si vous regardez quelques années plus loin, vous verrez votre produit financier 92 192 €, principalement, quasi la totalité, concerne la prise en produit des subsides. Donc pour avoir le résultat d'exploitation réel, il faut additionner les deux. Et quand vous le voyez, en fait, vous voyez que vous dégagez un résultat positif d'exploitation plus ou moins de 33 000 €. Donc les 66, plus les moins 66, plus les 92 000 € de produits financiers. Le reste, il n'y a pas grand-chose, charge de dette et compagnie, intérêt. On arrive et on sort avec un résultat de 24 591 par rapport au résultat de l'année antérieure de 22 877 €. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur les comptes que je vais vous présenter. Moi, je les contrôle, ce ne sont pas mes comptes. Pour ce qu'il y a eu dedans, il faudra vous retourner vers l'autre partie pour poser des questions administratives sur le détail des dépenses, que je ne connais pas, mais par contre, je peux bien sûr vous éclairer sur les contrôles que nous avons réalisés. Est-ce qu'il y a une question? Je voulais savoir, la SPL, la HUC, ça correspond à quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe encore? Donc la SBL est toujours existante aujourd'hui, puisqu'il y a une procédure en cours avec la TVA.
on nous dit qu'on devrait avoir un jugement au mois de septembre, et donc une fois que l'affaire sera terminée, on mettra l'ASBL en liquidation. Et tant que l'affaire est pendante, on doit garder la structure. Mais elle ne fait plus rien. C'est un appel. Pardon? C'est le résultat de l'appel, quoi. Oui. Ok. En termes de TVA, si j'ai tout compris, on doit appliquer la TVA sur tout ce que fait Pas nécessairement sur tout. Quand on vend un ticket au brave homme qui va venir plonger dans la piscine très bientôt, il va payer une TVA sur le ticket d'entrée. Sur les éléments sur lesquels vous avez réclamé le remboursement de TVA, vous pourriez avoir un bâtiment sur lequel vous dites là-dessus, on ne récupère pas de TVA, alors il n'y aurait pas d'application de TVA partiellement. Donc on peut serrer comme ça, effectivement. Et d'une manière générale, quand on récupère aussi bien les entretiens, en général, la totalité est soumise à la TVA, effectivement. Et donc sur le résultat, à supposer que ce soit 24 000 €, il y a un impôt des sociétés qui est perçu, qui est dû. Non. Non, il y avait des pertes antérieures, je pense. Je vous avoue, je l'ai Non, mais même la RCA ne paye pas. Si, il y a potentiellement... Ah non, pardon, sur le dividende, pardon. C'est sur le dividende qu'on ne paye pas. Sur le dividende, il n'est pas précompté, mais potentiellement, il y a un impôt qui peut être dû, effectivement. Ça, c'est la contrepartie de l'ISOC. Il peut être dû. Il est dû ou il n'est pas dû? Il peut être dû, mais là, on avait des pertes reportées, et donc c'est venu en impôt. Oui, d'accord. Donc, en principe, il y a un impôt. Exactement, il est dû. Il est dû. Mais il n'y a pas d'impôt actuellement dans votre cas, puisque effectivement... On récupère. Voilà, exactement. Mais quand tu peux être dû, il pourrait être dû, mais dans votre cas, vous aviez des pertes fiscales qui fait que vous n'avez pas d'impôt, mais un jour ou l'autre, et c'est le but, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une imposition sur les résultats. Maintenant, la loi, elle demande qu'on soit positif, elle ne demande pas de sortir des résultats extraordinaires. Et ici, n'oubliez quand même pas que vous allez avoir des amortissements assez conséquents qui vont arriver, on va avoir des charges importantes qui vont arriver. Donc, je n'ai pas revu votre plan financier, mais au jour d'aujourd'hui, on a 96 000 € d'amortissement, vous préparez un bâtiment assez conséquent, les amortissements conséquents vont arriver et vont se charger complémentairement. On s'attend bien sûr à avoir des rentrées financières aussi, et je vous dis qu'en général, dans votre domaine d'activité, on ne sort pas des résultats faramineux. Et de toute façon, il y a un deuxième élément, c'est qu'on ne sait pas modifier tout à fait le subside-prix, parce que le subside-prix, c'est relié normalement à l'utilisation du bien. Si on a décidé de donner, je vous donne un exemple au hasard, 5 € par heure d'utilisation, ça on ne peut pas changer comme on veut, parce qu'effectivement, fiscalement, ça poserait un problème. Par contre, il y a d'autres éléments, ou des petits subsides qui ne sont pas nécessairement lâchés, le cas échéant, parce qu'il n'y a pas de nécessité ou parce qu'il n'y a pas de demande particulière. Le subside il est fait pour se mettre à flot, pas pour être riche à la fin. Vous parlez de subsides, vous parlez du subside de la commune ou des subsides de la région, ou les deux? Ceux sur lesquels on peut avoir un choix, c'est le subside de la commune. Ceux sur lesquels on n'a pas le choix, on ne va pas refuser un subside quel qu'il soit, parce qu'on pourrait éventuellement payer un impôt dessus. L'impôt qui serait bientôt de 25%, il vaut mieux avoir 75% quelque chose que 0% quelque chose. Donc, il y a une TVA aussi qui est due? Non, pas sur cette partie-là. La partie pour laquelle il y a une TVA, c'est la partie qu'on appelle subside-prix, qui est reliée à l'utilisation. Du subside? C'est le subside qui est relié à l'utilisation. Chez vous, il n'y a quasi pas d'autres subsides. C'est 95% de subside, il n'y a pas grand-chose d'autre. L'autre subside, c'est le subside ADEPS. Lui est relié, qui est lié à une charge de personnel. Donc pas à l'utilisation, c'est pour ça qu'on n'a pas tenu là-dessus. Et chez vous, principalement, c'est le subside prix qui est votre principal subside. Sur lequel il y a une TVA. Enfin, il y a un calcul de TVA. Exactement. Et qui se calcule comment? Quoi, la TVA. Ah, la TVA, le calcul est relativement simple. En fait, on calcule la différence entre le prix qu'ils payent et le prix qu'ils auraient payé s'il n'y avait pas eu l'intervention de la commune de manière générale et entre autres de la subside en capital. Et cette différence, qui est la différence entre le prix réel et le prix payé, considérée comme un subside prix et refacturé à la commune avec TVA. C'est le montant qui figure au budget chaque année. Et ce montant est payé dans le budget et est récupéré par la commune partiellement au travers du dividende. En termes de personnel, il y a combien de personnes maintenant? Une. Une personne. Il y a une personne plus la mise à disposition d'ouvriers pour le nettoyage. Il y a une personne pour le moment dans le RCA. Qui représente 70 000 €. Non, ça parlait de 70 000 € de frais personnels. Oui, mais dedans, j'ai dit, oui, c'est ça.
Pour une personne. Je ne connais plus le nombre de personnes qui C'est un barème. Moi, c'est C'est un barème. C'est le barème de la ZEPS, on n'a pas le choix. Donc il y a un barème en fonction de la taille du centre sportif. etc. Il y a un N'oubliez pas barème. que les cotisations NSS, c'est 30 000 €, c'est pas pour la personne en Non, elle-même. non, ça j'ai bien compris. C'est vrai que c'est déjà. Je ne vais plus rentrer dans les personnes, mais je crois qu'il y a une personne. Il n'y a pas un représentant, vu qu'on met les hommes à disposition. Quand même beaucoup, c'est en septembre, beaucoup de personnes. Ah. C'est le coût, c'est le barème, et c'est le coût full employeur, donc le coût libre. Mais c'est un barème, hein, c'est rien faire. Quand il y aura le surveillant de piscine, ça va coûter très cher. C'est pas le même barème. Il faut aussi dire que dans la demande au niveau du barème, il y a des diplômes particuliers qui sont attendus, ce qui permet d'avoir un subside de plus ou moins 56 000 €. Donc, le barème est plus cher, mais par contre, ça permet l'accès à un subside qui prend une grosse partie en charge. Non, mais Donc le salaire de 70 000 est subsidié par 56 000 Ce €. n'est pas un salaire de 70 000, c'est une charge. Ou une charge salariale, C'est pas la même chose. Oui, non, d'accord. Mais c'est subsidié à ce concurrence de 56 000 €. Oui, on est largement subsidié. Je pense que 85% du coût, 85% du coût est pris en charge par la communauté française. C'est un engagement de la communauté française de 10 ans. Donc on est arrivé au bout du premier 10 ans et on a reçu la confirmation de l'ADEPS qu'on est reparti pour 10 ans. Et donc 85% de la charge du directeur est pris en charge par l'ADEPS. Entre 85 et 90, Et c'est eux qui je crois que c'est un pot commun, c'est partagé. Et c'est eux qui fixent le barème, donc c'est rien faire. Donc, Ils ont des exigences particulières pour avoir la contrepartie en subside, dont des formations, dont des niveaux particuliers. Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un barème plus élevé. c'est pas nouveau, hein. Oui, non, c'est- Nous évoquerons d'autres barèmes, mais à huis clos peut-être pour éviter. D'autres interventions à propos des comptes? Puisqu'on parlait de contrôle TVA, ça va entamer effectivement la lecture de mon rapport qui fait 4 pages. Je ne vais pas vous lire les 4 pages, si vous me permettez, mais je vous lis surtout la partie qui vous intéresse. Tel que quand on a terminé, on a vérifié la façon dont la TVA est comptée chez vous et récupérée. Elle a du sens, elle nous paraît correcte. L'administration n'est pas toujours aussi bienveillante, comme le signaler. Un contrôle que j'ai été opéré n'a pas fait opérer de contrôle. Et, vous savez que c'est comme tout contrôle fiscal, mais on ne sait jamais ce que le contrôleur va penser de ce que nous on a pensé. Donc ce n'est pas parce qu'on estime qu'effectivement ça répond à ce qui se fait ailleurs, à ce qui se fait dans d'autres communes, que lui viendra avec la même conclusion. Mais enfin, raisonnablement, ce qui est présenté chez vous me semble tout à fait en ordre et pas spécifiquement critiqué. C'est l'administration, bon, c'est un autre bureau. On a déjà eu un contrôle. Donc il fait la comptabilité, c'est un autre bureau. C'est un autre bureau. Donc on a déjà eu un contrôle TVA au début de la RCA qui n'a apporté aucune remarque de l'administration. Et on a un nouveau contrôle TVA dans 15 jours. 15 jours. On est déjà pas une surprise, mais En théorie. voilà. Rien Rien n'a à mettre un changé. parapluie, le but est de dire, à partir du moment où moi je ne vois pas trop à critiquer, je ne vais pas mettre un parapluie juste pour l'appliquer dans mes trains. Donc je suis resté avec un rapport avec une opinion sans réserve, où après avoir identifié vos comptes, je dis que c'est donc le total du bilan s'élève à 2 180 782,92 €, et dont le compte de résultat se solde par le capitule de l'exercice de 24 591,07 €. À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière de la Régie communale autonome au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable à la Régie, qui est un référentiel prudentiel. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Tout est transparent. Oui, l'administration n'est pas Je nécessairement. me demandais quel était le risque, parce que je pense que ça a toujours été comme ça, la gestion est totalement transparente. Donc, Normalement, il n'y a rien qui a changé. Donc, il n'y a rien qu'à les changer. conclusions devraient être les mêmes. Ah oui. Exactement. Comme là, je préfère que vous le dites. C'est Voilà. pour ça que je mets devrait. On attendra votre commentaire de l'année prochaine. Oui. Ben, vous aurez le commentaire avant moi, puisque le contrôle aura lieu avant. Eh bien, en attendant, merci pour votre rapport. On va... Et pour la présentation et pour votre présence, merci. Nous devons simplement, c'est une prise d'acte pour le rapport, mais par contre, on va devoir voter sur les comptes. Donc,
si vous n'avez plus de questions, on passe au vote. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Merci. Vous devez aussi faire voter les décharges. On vote la décharge des administrateurs. Au commissaire. Au commissaire. Au commissaire. Je suis surtout intéressé par celle du commissaire. On va y réfléchir. Monsieur le bourgmestre. Oui. 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 Et oui. C'est la merci. Bonne soirée. Merci. Alors, on va reprendre notre ordre du jour, si le PC est bien formulé. Voilà. Alors, pour le procès verbal, on a bien reçu des petits commentaires, normalement c'est réglé à propos des votes. Parfait. Alors, le deuxième point, alors, la concertation commune CPS, composition de la délégation de la commune, monsieur le bourgmestre. Voilà, donc on vous propose, pour représenter la commune dans cette concertation, de désigner Nicolas Janssen, Héloïse Delarue et moi-même pour donc cette concertation commune CPS. Pas de questions? Tout va bien? On passe au vote. Oui. 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 Le troisième point, on réaborde la RCA, donc la régie communale autonome, avec la composition du CA qui a été annulée, monsieur le bourgmestre. Oui, donc on a eu des courriers un peu contradictoires, donc on avait fait évidemment vérifier la possibilité d'avoir 12 représentants au C1 et on avait reçu un mail qui confirmait notre manière d'interpréter le texte. Donc vraisemblablement, la personne qui nous a envoyé ça n'est pas en accord avec l'administration et donc ou le cabinet, et donc on doit modifier. Donc on peut apparemment, mais on n'a toujours pas eu de réponse par rapport au courrier qu'on a envoyé, mais on doit avancer. Donc on propose en tout cas, dans un premier temps, de désigner donc de voter sur le principe de 9 membres du conseil d'administration. Si vous vous souvenez, il faut au minimum la moitié de représentants du conseil communal. Donc, proposition est d'avoir 5 représentants du conseil communal, 4 représentants externes, donc tels qu'on avait désigné avant. Et donc, dans ce cadre-là, si on suit la clé de répartition, il y aura 4 représentants de la liste du bourgmestre, 1 représentant des colos. Et donc, conformément à la directive régionale, il y aura un observateur pour la liste citoyenne, un observateur pour défi. Et donc, on vous propose de redésigner pour la liste du bourgmestre Patrick Van Damme, Xavier Berague, Claire Rollin et moi-même pour la liste du bourgmestre, Éric Péché pour Écolo. Je suppose qu'on maintient comme observateur Sarah Warchal pour liste citoyenne et Patrice Horne pour défi, et les non-conseillers Michel Plek, Jean Belot, Frédéric Van Kronbreuk et Pascal Mesmaquet. Voilà. Y a-t-il des questions? Juste savoir les noms de la liste du gouvernement. Alors, Xavier Berac, Patrick Van Damme, Claire Rollin et moi-même. Ça va? On peut passer au vote, monsieur le ministre. Oui. 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 Alors, on a de nouveau toute une série de désignations de représentants. Le point suivant, c'est la représentation de la commune au crédit social du Brabant Wallon. Il y a un seul représentant et donc ça a le choix à la liste du bourgmestre et on propose M. Jean-Marie Cavy. Tout va bien? On passe au vote. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Le point suivant, c'est simplement une prise d'acte. Les conseillers de police que nous avions désignés la dernière fois ont été confirmés dans leur fonction par la tutelle. Donc ça n'appelle pas de commentaires. Le 6e point, désignation d'un représentant à l'Assemblée générale de l'OTW, donc l'opérateur des transports publics wallons, donc c'est le nouveau nom des TEC. La commune n'a qu'un seul représentant et donc cela échoit à la liste du bourgmestre qui désigne qui propose monsieur Xavier Verhaeghe. Non. Ah pardon. Raté. De monsieur Stéphane Rawadi. Pardon. Monsieur Bourret. Oui. 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 Non. Oui. 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 Et oui. Alors, le point suivant, c'est pour l'agence locale pour l'emploi, des représentants cette fois au niveau de l'Assemblée. Pardon, c'est l'agence immobilière sociale du Brabant Wallon. Il y a un seul représentant et donc pour l'ALB, on propose monsieur Xavier Verhaeghe. Ça c'est bon. Voilà. On fait une ligne. Voilà. Monsieur Bourret. Oui. 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 Alors cette fois-ci, c'est à l'agence locale pour l'emploi. Le conseil doit désigner 6 candidats, en tenant compte de la proportionnelle, bien entendu. Alors, la liste du bourgmestre a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7. 4, 5 représentants et 1 pour écolo. La liste du bourgmestre propose messieurs Christian Waterloo, Quentin Debaute, Lionel Cuchet, Olivier Lambelin et madame Anne-Marie Solé. Je vais commencer par madame. Et écolo propose madame Julie Brossard. Tout va bien? On passe au vote. Oui. 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 Alors, le point suivant, c'est le retour du chêne, puisque nous en avions déjà parlé la dernière fois. Épisode 2, donc on doit désigner 3 représentants à l'Assemblée générale, dont 2 iront siéger au conseil d'administration. Voilà, ça va ça? On est dans le bon. Parfait. Donc, à l'Assemblée générale, puisqu'apparemment ce sont 3 représentants de la liste du bourgmestre, on propose Madame Isabelle Scrève, Monsieur Alex Delobe et Madame Claire Rollin. Et au conseil d'administration, Madame Isabelle Scrève et Madame Claire Rollin. J'avais posé ma candidature, elle est encore attachée, alors je pensais qu'elle était toujours d'actualité en fait. Monsieur Gall, il n'y a plus d'actualité. Pourquoi Je comprends pas la question. Elle l'avait proposé au dernier conseil, et c'est pour ça qu'on n'avait pas pu voter, parce qu'il y avait, on n'était pas d'accord, en tout cas, on n'était pas sûr sur les statuts. Et en fait, ma candidature est toujours attachée dans l'INIO, donc c'est pour ça que je ne vais pas proposer. Mais je pensais que c'était toujours d'actualité. Il n'y a pas de question, c'est une question que moi je pose. Il n'y a pas une question de proportionnel pour que ce soit ici. Et il n'y a que 3 représentants. Et cela dit, on pourrait avoir plus de candidatures, de nombre de candidats, de représentants. Donc il faut voter. On vote sur la proposition du coup, on vote sur la proposition qui est là. On vote sur la proposition. Si on marche avec les candidats. On peut voter après. C'est le collège qui fait une proposition. S'il y a 3, vous pouvez. Il n'y a pas de règle en matière de expliquer ça sans passer. Mais d'après la doctrine, on peut autoriser quand il y a un cas comme ça, avec 3 représentants, de voir individuellement sur chacun des 3 représentants, et donc ça aboutit à ce que la majorité a un peu systématique pour ici. Donc on propose des
3 candidats suivants. Mais on peut voter individuellement, On peut, si on veut, hein, pas de problème. Il faut voter avec la suite. Donc, pas souvent à mettre en avant, et c'est pas du tout pour défendre une position ou l'autre, mais c'est juste pour expliquer, dans l'argumentaire contre la décision de la RCA, la tutelle signale quand même qu'on n'a pas respecté la proportionnelle. Et donc, on avait, si tu te souviens, que tu étais, non, justement, administratrice de la RCA, et on était forcé de repasser en observatrice parce qu'on ne respectait pas la proportionnelle. Donc, sur base de ça, c'est vrai qu'on est extrêmement prudent pour les décisions. Maintenant, on entend qu'il n'y a pas de règle. Moi, j'entends quand même que c'est une proposition à la proportionnelle, ou en tout cas qui respecte. Si, il faut voir, c'est possible. C'est pas vraiment une SB communale. Et donc, il y a des statuts dans la RCA, ça c'est prévu dans les statuts et dans le code, et pour les intercommunales, c'est prévu dans le code et dans les statuts. Ici, on est hors. Si c'est une SB c'est privé, ça dépend du dossier. En fait, c'est une SB de toute sur une applique proportionnelle. Le premier nom liste du bourgmestre, c'est rigolo, au 5e. Au 5e caution. Donc il faut 5 représentants pour Tricolo et un candidat. Donc de toute façon, avec les trois noms, vous deviez regarder, on avait vu que c'était tous conseils qui étaient renseignés. La question c'était Oui, il y donc, avait un cafouillage entre le conseil d'administration et l'assemblée générale, mais donc il n'y a que 3 membres, dont 2 sont désignés pour le conseil d'administration. Et c'est là où il y a eu C'est là où il y avait une confusion. C'est là où il y avait une confusion, mais sur le nombre, il n'y a pas de confusion. Non, parce que j'avais posé ma candidature, on n'avait pas pu voter parce qu'on n'était pas sûr si on devait utiliser la clé d'homme ou s'il y avait un autre. C'était basé sur un autre. Donc en fait, les statuts disent qu'au niveau des membres, les membres doivent savoir 4 membres désignés par la province du Parlement-Wallon, 3 membres désignés par le conseil d'administration de l'ONE, 3 membres désignés par le comité subrégional, 3 membres désignés par le conseil communal de la commune de la Hune, 2 membres désignés par les amis du Haut-Renastri, et 2 membres désignés par l'IFDW, les membres agréés par le conseil d'administration. Ils payent une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale. donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on vote sur la proposition du collège, il ne semble pas y avoir de répartition à la proportionnelle. Quels sont les candidats pour les amis du haut? pour les amis du Haut-Renastri, c'est Marc Denay et Marine Bastin. Ça nous regarde pas. Un petit peu des curieux, ce c'est des Et pourquoi on ne peut pas voter sur les 4 propositions de nom et comment c'est la Non, pas non, alors à ce moment-là. Mais c'est plutôt sur par du principe que. Vous nous faites un bulletin de 4 noms On va peut-être repasser ce point alors un petit peu plus tard, comme ça vous laisse le temps de faire Xavier, tu sais nous préparer un petit truc, tu l'as regardé, il n'y aura plus qu'à l'imprimer, donc on discute déjà du point suivant. On met ce point entre parenthèses, on y revient plus tard. Oh, le point 10, un seul représentant de la commune, s'il vous plaît. Un représentant de la commune au sein de l'AG du CRIB ou les centres régional d'intégration du Brabant Wallon. Donc selon l'article 4, la responsable physique va être chargée de la représenter. Donc il y a une place pour le groupe LB et le collège propose M. Nicolas Janssen. On passe au vote. Oui. 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 Même chose pour la maison du tourisme, un seul représentant. Il y en a 2. Mais non, c'est une erreur. Ah, d'accord. Une erreur qui n'est pas juste. Quelle est l'erreur?
On a un représentant et pas deux. À la maison du tourisme du Brabant Wallon. Monsieur le directeur général, vous devez vérifier quand même le Et conseil c'est- avant d'arriver. Donc, c'est ce qu'on Oui, fait. je trouve qu'il y a du laisser aller. Allez, Ça. on va. C'est une deuxième partie que Ouais, quand même. c'est le chagrin. Le représentant proposé est monsieur Philippe Leblanc pour la liste du bourgmestre. Allez, Je voudrais quand même revenir sur la question de notre syndicat d'initiative. Le collège est amplement représenté. Je voudrais avoir l'assurance qu'on va convoquer une assemblée générale regroupant les différentes associations et qu'on va actualiser les noms. Parce que l'impression qui circule actuellement, c'est que tout ce qui monte, c'est renouvelé, c'est au mois de mandat jusqu'en 2025. La G est au mois de juin, comme chaque année. Oui, mais l'Assemblée générale, mais juste ici, j'avais personne qui est convoqué à ça. L'idée, c'est toujours prévu dans les statuts, les différentes associations de la commune doivent recevoir. Évidemment, on reçoit tout le monde. Tous les membres du syndicat d'initiative. Non, pardon. C'est d'abord la reçu. Vous êtes membre ou pas, mais tous les membres. Oui, mais attends, il faut quand même que tout le monde sache au départ que toutes les associations figurant sur le listing doivent recevoir une invitation. Et après, évidemment, c'est à elle à décider si elle paye la cotisation pour en faire partie ou pas. Forcément, si depuis 10 ans on n'a pas été convoqué, on n'a jamais payé, alors il y a un circuit qui tourne, la question qui tourne par an. Alors dans l'idée d'avoir un peu de clarté, d'ouverture et d'information populaire, je pense que c'est quand même assez important. On ne va pas revenir sur le sujet de savoir que le syndicat d'initiative a un sujet particulièrement important de la commune. Il est assez raisonnable de se sauver. Si vous voulez, on en parle juste après, mais j'aimerais vraiment qu'on passe à la désignation de M. Leblanc comme. Monsieur Leblanc, Oui. Oui, je vote pour moi-même. C'est une condition. si on n'a pas vu, oui. Mais mon voisin a certaines difficultés, vous devriez peut-être réexpliquer. Donc, Monsieur Van der Laan, allez-y. Donc, monsieur Leblanc, c'est pas. Oui, il fera ça très très bien. Vous êtes convaincu? Ça dépend combien il paye. Il y a 10 minutes, il me disait qu'il n'était pas convaincu lui-même. Donc bon, Allez, on va faire un effort. Là, je fais un effort sur l'humain. allez, Je vais dire oui. allez. Oui. 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 Et j'ai pas mis de travail pour le dire. Oui. Oui. Alors, le point suivant, c'est la désignation des représentants de la commune avec plusieurs représentants, c'est ça, au sein de l'Assemblée générale de l'ISPOE. Alors, pour le groupe LV, on propose la désignation de Madame Déborah Stomac, Isabelle Philippot et Loïs Delarue, ainsi que Monsieur Jean-Marie Cabu pour le groupe Écolo, il s'agit de Mme Salé. On passe au vote. Oui. 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 Et oui. Pour le point numéro 13, on va reparler de la maison du tourisme du Brabant Wallon, puisque on doit approuver les statuts. Monsieur le ministre. Oui, donc c'est un dossier qui revient. Il y a eu pas mal de soubresauts dans ce dossier-là. Et c'est malgré tout un dossier, je pense, qui est important pour notre commune. Je crois qu'on a un peu tendance à sous-estimer le tourisme au sein de la commune, mais il faut savoir qu'il y a quand même près de 100 000 nuitées qui sont prises par des gens qui viennent à la Huppe chaque année à l'hôtel Dolce. Et donc c'est vrai que l'arrivée du Dolce il y a un peu plus de 10 ans a quand même un peu changé le paysage touristique de notre commune. Alors si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient dans le conseil précédent, il y avait eu beaucoup de discussions, puisque en fait le ministre du Tourisme, René Collin, a fait une réforme pour essayer de simplifier un petit peu les structures du tourisme en Wallonie, puisqu'il y avait énormément d'offices du tourisme, de syndicats d'initiative, de maisons du tourisme dans chaque village, et donc pour essayer de rationaliser, de simplifier le paysage, et d'essayer de mettre des moyens à disposition des organismes qui font des ensembles cohérents. Il y a eu une obligation de rationaliser et de réduire le nombre de maisons du tourisme. Alors
en Brabant Wallon, il y en avait 4. Une à l'est, non, il y en avait 5. Il y en avait 5. Donc une à l'est, une à l'ouest. Il y avait Wavre, il y avait Waterloo et il y avait Villers-Naville. Donc il y a eu beaucoup de discussions. Finalement, on est arrivé, la dernière fois qu'on est venu au conseil, il en restait 2. Une à l'est et une pour le reste. Et finalement, il a été décidé d'en faire qu'une. Donc je crois que c'est une bonne chose. Une seule maison du tourisme en Brabant Wallon. Je crois que c'est important parce qu'à l'échelle nationale, le Brabant Wallon finalement un territoire qui n'est pas très grand et qui est cohérent. Et donc, je crois que c'est une bonne chose d'en arriver à cette conclusion-là. Je rappelle que par rapport à la commune de La Hulpe, on avait mis sur la table, mais rien n'est fermé évidemment, trois types de tourisme à développer. Un tourisme nature, donc puisqu'effectivement on a quand même un grand parc, il y a quand même des endroits intéressants, donc d'essayer de développer au travers de promenades pédestres ou de promenades à vélo un certain tourisme. Il y a le tourisme d'affaires, puisqu'il y a l'hôtel Dolce, et puis un tourisme plus culturel, ou si on veut plus précis, muséal, puisqu'on a le musée Folon sur le territoire de la commune, et qu'il y a certainement des synergies à développer en Brabant Wallon avec des endroits comme le musée Hergé. Il y a certainement moyen de développer une approche muséale au niveau du Brabant Wallon. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'on avait décidé de rentrer dans la maison du tourisme du Brabant Wallon, en tout cas celle qui faisait presque tout le Brabant Wallon. Et on va évidemment aller, on a maintenant un représentant à l'Assemblée Générale qui devra évidemment mettre en avant les atouts de notre commune. Je rappelle aussi qu'historiquement, nous faisions partie de la maison du tourisme de Waterloo. Donc, dans cette maison du tourisme, il y avait 5 communes, Genappe, Lannes, Braine-l'Alleud et Waterloo, plus La Hulpe, et qu'on était un peu perdu, puisqu'en fait, les 4 communes autres étaient concernées par le champ de bataille. Et donc, je vais dire, pour pas dire 100, mais 99% des moyens étaient consacrés au champ de bataille et à la bataille de Waterloo. Et donc là-dedans, La Hulpe n'avait pas vraiment d'espace. Donc je crois qu'être dans un espace qui est plus grand, plus cohérent et dans lequel les atouts de La Hulpe peuvent être mis dans une vision du Brabant Wallon, je pense que c'est intéressant et on va pouvoir développer une politique touristique sur le territoire de notre commune. C'est pour ça que je vous demande qu'on vote sur les statuts et qu'on adhère à cette maison du tourisme du Brabant Wallon. Quels sont les moyens évidemment, donc, chaque maison du tourisme avait un certain nombre d'emplois subsidiés et des budgets de fonctionnement. Donc évidemment, avec la rationalisation, on va évidemment mettre tout ça en commun et essayer d'avoir des effets de synergie, de manière à pouvoir mettre plus de moyens dans le développement d'une politique touristique. Et notamment, moi c'est une position que j'ai formulée, parce que je suis actuellement membre du CA. Je ne sais pas si ça va continuer après, mais c'est en fait de développer, en lien avec notre projet SMART évidemment, des outils digitaux qui permettront à chaque commune de mettre en avant un peu l'approche que chaque commune pourra avoir. Et au travers des grands pôles, donc tourisme d'affaires, il n'y a pas que ça, mais tourisme nature, le tourisme un peu, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ce qui concerne Walibi et d'autres espaces qui sont présents. Il n'y a pas que les... Moi j'ai mis en avant ce que La Hulpe pouvait proposer, mais évidemment toutes les communes vont évidemment proposer d'autres choses. Il y a des communes qui sont très versées au niveau culturel, festival, etc. Et voilà, donc il y aura plusieurs chapitres, c'est repris dans les documents, il y aura plusieurs chapitres. Évidemment, mais pour La Hulpe, on a en tout cas 3 pôles qu'on veut développer au travers de ces approches digitales et autres. L'enveloppe budgétaire, ça représente. Honnêtement, je ne la connais pas par cœur, mais voilà. Et les statuts prévoient que quoi? Que chaque commune doit recevoir sa part? Non. En fonction des sujets. On développe parce qu'il y a des communes qui n'ont pas d'approche touristique. Je ne vais pas me prononcer pour certaines, mais bon, il y en a qui n'ont pas vraiment d'approche au niveau tourisme. Voilà. Cette maison du tourisme va se trouver où ça? Dans la version initiale, c'était Wavre. Donc, Wavre, le centre, et puis après, il y a des bureaux satellites, puisque bon, je prends par exemple la ville de Villers-Naville, c'est un endroit où il y a énormément
d'activité.